Chers Homo sapiens, bonjour. Chaque mois dans le cercle du feu de camp, je reçois un ou une invité. Cet invité, c'est un Homo sapiens que je trouve particulièrement intéressant dans ce qu'il fait, dans son parcours ou dans sa façon de voir les choses et d'être au monde. Parfois, c'est quelqu'un que je connais très bien et parfois, ça peut aussi être quelqu'un que je connais pas encore, mais qu'on m'a recommandé. Dans tous les cas, c'est un Homo sapiens qui, je le pense, peut vous inspirer aussi, vous qui m'écoutez. Et ce mois-ci, je reçois Félix Daligny. Bienvenue Félix. Merci, merci pour cette présentation. Bonjour Olaf. Félix, avant de parler de ce que tu fais, j'aimerais savoir d'abord quel Homo sapiens j'ai en face de moi. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, mais attention, sans dire ton métier, sans CV, sans statut, seulement avec ce que tu es et ce que tu aimes. Ce que je suis et ce que j'aime. C'est pas si simple quand on ne doit pas parler ni de son métier, ni de son statut, ni de rien du tout. En fait, on n'a pas l'habitude. Donc, forcément, déjà, ta première question, elle est perturbante. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Je pense être quelqu'un de simple, qui aime les choses simples et qui aime vivre au contact de la nature dans tout ce qu'elle représente et surtout qui met un point d'honneur euh, à essayer d'éduquer ses enfants. Alors ça fait un peu bizarre, du coup, je parle de moi à la troisième personne. Mais voilà, j'essaye d'éduquer mes enfants dans ma vision des choses, dans ma vision de la vie, de ses valeurs, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'importe le plus, disons. Ok. Je suis pas du tout surpris par cette réponse. Je sais que c'est aussi pour ça qu'on s'entend si bien. Comme tu le sais, Félix, dans le mode de vie néo-chasseur-cueilleur, c'est un mode de vie qui réconcilie l'homme avec sa vraie nature. Et c'est pour ça que j'étais pas surpris par ta réponse. Et pour commencer, j'aimerais te poser une première question. C'est quand la dernière fois où tu t'es senti vraiment animal ou simplement juste très connecté à la nature? Alors, je vais pas te parler de la dernière fois, parce que c'est pas forcément ce qui va me venir en premier. En Mhm. revanche, je vais te parler d'une anecdote qui m'a profondément marqué. Et c'est une fois justement où je me suis senti mais animal, et dans le bon sens du terme. J'ai découvert des choses, en tout cas sur moi et sur notre façon de chasser tout simplement. Je me souviens, je pars en Afrique, invité par une grande marque pour aller, chasser, le grand gibier, et dans l'avion, on nous donne une liste, notamment, d'animaux qu'on allait avoir le droit de chasser. À l'intérieur de cette liste, il y a le zèbre et heu, 1er réflexe, je ne veux pas chasser, je ne veux pas tirer de zèbre. J'arrive un petit peu mal à l'aise, on était invités, et 1re entrevue avec nos hôtes, et je leur dis: «Écoutez, merci de nous accueillir, c'est extrêmement sympathique. En revanche, je suis assez mal à l'aise, hem, dans la liste, il y a le zèbre et je ne veux pas chasser de zèbre». Et là, ils me regardent, ils me disent: «Écoute, tu sais quoi? Va chasser, si tu as pas envie de tirer, tu tireras pas, mais va chasser». Et je pars à la chasse et évidemment, tu t'en doutes, le premier animal qu'on repère, Un zèbre? heu, c'est un troupeau de zèbres, et pendant 5 ou 6 heures, on les piste, on se fait avoir, on rate les approches jusqu'au moment où le zèbre est en bonne posture, il faut aller vite, je le mets dans la croix, je tire, pan, l'animal, s'effondre, et là, je me dis: «Qu'est-ce qui vient de se passer?» Et en fait, c'est un petit peu après que j'ai compris que j'étais vraiment redevenu, le chasseur qui fait pas d'anthropomorphisme, qui est pas là. Pourquoi finalement pas tirer un zèbre et plutôt tirer un gnou? Pourquoi choisir? Et en fait, là, c'était vraiment, voilà, c'est l'instinct animal qui a pris le dessus, parce que pendant 6 heures, on n'y arrivait pas, et quand l'occasion s'est présentée, pan, voilà, c'était terminé en une fraction de seconde. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et notamment dans l'approche que je peux avoir maintenant dans la chasse. C'est quelque chose qui a été très formateur pour moi. Ok. Et ce qui faisait que tu voulais pas chasser de zèbre au départ, c'est parce que ça ressemble trop à un cheval ou voilà, c'est cette construction mentale là que tu avais, cette image là, cette représentation que tu avais, et donc ça te dérangeait? Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est, toujours des a priori, et c'est amusant aussi de voir que même nous, chasseurs, on est parfois décrits comme des gens qui n'avons pas forcément de ce genre de, comment dire? De considération, alors que moi, il y a quand même beaucoup d'animaux que je n'irais pas chasser.
Et le zèbre faisait partie de ces animaux que je ne voulais pas chasser. Sauf que quand tu rentres en fait dans le truc, tu voilà, j'ai trouvé ça intéressant et oui, je le voyais, forcément comme, un gros poney, un double poney. Un double poney en pyjama. Bah, c'est ça et du coup, est-ce que tu as envie de tirer là-dessus? Bah, non. En revanche, quand tu te mets à le chasser et à vraiment le chasser, bah, voilà, tout ça, tu l'oublies et puis tu es pas tout seul, tu es aussi avec, OK. des pisteurs, tu es aussi dans une organisation et des pisteurs qui mettent tout en œuvre pour te mettre en situation et toi, petit Européen que tu es, qui est invité là-bas, est-ce que vraiment, des types, qui sont trempés, parce que, ça fait, 5 heures qu'ils sont en train de pister à 40°, est-ce que tu vas dire: «En fait non les gars, Ouais, non, ouais, tu vas pas arriver avec tes petites considérations bien occidentales. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que tu es aussi pris à un moment donné dans une dynamique de groupe. Et ça aussi, c'est une émulation qui fait que tu auras peut-être un peu plus tendance à y aller. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé là-bas, du coup, je l'ai aussi ramené avec moi et tu vois, je le mets parfois en pratique, typiquement, tirer les chevreuils en battu. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça, Mmh. et il y a une période où j'ai arrêté de les tirer en battu, et puis, bah, en rentrant de ça, je me suis dit: «Mais, pourquoi arrêter? Les chiens ont fait le travail, alors quand il est chassé et quand il est dans de bonnes conditions et tout est quand tous les feux sont au vert, maintenant je me refuse plus de tirer un chevreuil en battu en disant: «Attends, les traqueurs ont fait le boulot, les chiens ont fait le boulot, pourquoi, je tirerais un sanglier et pas un chevreuil?» Ce qui est marrant, c'est que la surprise pour moi, c'est de se dire ne pas tirer un chevreuil en battu, alors que pour moi, ça fait partie des choses. Enfin, même si tu connais mon point de vue sur la battue, tu sais que c'est pas mon mode de chasse préféré, loin s'en faut. Mais oui, je comprends la logique de ne pas se retenir et puis finalement aller au bout du boulot. Mais il y a quand même un truc, moi, qui me titille, je peux pas m'empêcher de demander, c'est bon le zèbre? Ouais, c'est bon, mais c'est ce qui est passionnant, c'est que tous ces gibiers africains, on a goûté de tout et tout est fabuleux et ça donne presque envie, ici. Alors je D'avoir des connais pas le zèbres? rapport. Ah non, mais tu rigoles, mais tu aurais, je sais pas, tu aurais 5 000 hectares ici avec le climat évidemment qui va bien et des débouchés, Mmh. pour la viande. Je ne connais pas le rapport poids-carcasse. En revanche, tu te dis et c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font ça dans des gros ranchs. Donc en fait, la chasse là-bas est une chasse de trophée, la viande est valorisée. En fait, tout est valorisé. Texas, tu as de plus en plus de ranchs comme ça avec des animaux africains. C'est à peu près tout ce que je déteste, sauf la viande qui a un goût absolument dingue. On est assez loin du gibier, on est plus proche du bœuf que tous les animaux africains, en tout cas que j'ai goûté, OK, ressemblaient à ça. Et je connais pas le rapport poids-carcasse, mais j'ai trouvé ouais. ça génial. Ok. J'avoue que là, alors, moi, je suis pas un grand fan de voyage de chasse. Pour moi, la chasse, c'est vraiment un truc que tu fais localement, comme quand tu vas cueillir des champignons. Enfin, je me verrais pas aller faire un voyage pour aller cueillir tel champignon dans telle contrée lointaine. Donc, j'avoue que les voyages de chasse, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Après, si on m'invite, je vais pas être bégueule et puis je vais y aller. Mais c'est pas une démarche que je ferais de moi-même. En revanche, si on me dit oui, mais à la clé, il y a quand même la possibilité de déguster tous les trucs et puis soit tu peux cuisiner toi-même, soit il y a un chef qui va t'apprendre, etc. Ah, j'avoue que là, ça pourrait me tenter quand même. Mais c'est l'aspect gastronomique qui va m'attirer d'abord plus que l'aspect chasse qui pour moi est vraiment un truc. La chasse, c'est vraiment quelque chose que j'inscris dans un quotidien, dans un cadre de vie. Je l'entends et c'est quelque chose qui est souvent reproché, aux chasseurs comme moi qui adorent, se balader. Ah mais par contre, je reproche pas du tout aux gens d'aller chasser à l'étranger. Je dis juste que moi, c'est une activité qui ne m'attire pas. Mais à aucun cas, je me permettrais de juger quiconque fait ça parce que déjà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un territoire varié et abondant là où il est. Et puis après, il y a aussi des gens qui sont passionnés par tel type de chasse, tel type d'animaux. Donc je comprends qu'on puisse vouloir aller dans d'autres contrées pour essayer d'autres types de chasse. Et en plus, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres populations, d'autres façons de faire. Je pense que culturellement, c'est très riche. Donc c'est pour ça que je ferme pas complètement la porte. En fait, c'est exactement le point,
Quand tu te balades pour la chasse, moi, tu le sais, c'est ma passion principale. Hem, Quand tu aimes ça, plus que tout, au bout d'un moment, c'est pas de tuer qui va t'intéresser, c'est de découvrir aussi les autres cultures, découvrir, d'autres façons de penser. Typiquement, là, je rentre d'Afrique, ça fait 3 ans que j'y vais, 3 ans de suite que j'y vais, donc au Sénégal, chasser le petit gibier, tu vois? C'est pas une chasse de trophée, c'est pas pour dire: «Ouais, moi j'ai tué un gros truc que je vais accrocher dans mon salon». C'est pas du trophée, c'est beaucoup plus personnel et déjà, il y a un côté plaisir et puis la deuxième chose, c'est le côté culturel. Ça fait du bien, une fois par an d'aller remettre les pieds là-bas et de voir la chance qu'on a, nous, Européens et la Mmh. façon dont on et surtout ce que j'adore là-bas et ça me le fait à chaque fois, c'est de voir les enfants à qui tu vas offrir un oiseau. J'ai vu ça dans ta vidéo. Alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à évidemment, on en parlera un peu plus loin notre entretien, mais j'ai vu ça dans une des dernières vidéos que tu as postées, ce séjour en Afrique, où tu offres un oiseau un moment à un enfant et on voit les regards, les jeux et tout. Et c'est bien parce que je sais que les Européens, ils ont tendance à culpabiliser de tout, de machin. Il y a toujours cette espèce d'ombre de est-ce que je suis pas en train de faire un truc un peu colonialiste, voilà. Enfin, tous ces machins-là, avec une interrogation qui est légitime à la clé. Hein. Je suis pas en train de remettre cette chose-là, mais il y a aussi un moment donné, il y a aussi un moment où tu es simplement dans deux êtres humains qui se rencontrent et puis c'est pas un blanc, un Baptou qui offre un truc à un petit enfant local, noir. C'est juste deux êtres humains qui, ensemble, partagent quelque chose. Et moi, je sais que ce moment-là, il m'a particulièrement touché dans ta vidéo. Mais il y a quand même ce truc un peu culpabilisant, effectivement, comme tu le dis, tu es européen, tu payes, tu vas chasser sur leur terre et effectivement, mais il y a ce rapport très, très simple où, tu tues un oiseau, il le retrouve, tu lui offres, il est plumé en 3 minutes, tu as un sourire comme si tu avais offert un bonbon. Moi, j'adorerais voir et mes enfants baignent là-dedans, hein. Mais je pense que si demain, j'y vais, je tue un oiseau, je leur donne. Alors elles vont le porter parce qu'elles vont être fières comme moi quand j'étais petit, j'étais fier. Mmh. En revanche, jamais elles vont te le plumer, te le vider comme eux sont capables de le faire en 3 minutes avec un sourire jusque-là en ayant l'impression d'avoir eu un bonbon. Elles, il leur faudra un paquet de bonbons et tu vois, c'est toute la différence. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le geste, il n'y a rien de vraiment reprochable, puisque, comme tu le dis, c'est un geste que tu aurais totalement pu faire ici aussi et dans ton propre pays, et que toi-même, t'as eu quand tu étais petit, probablement un père, un grand-père ou autre qui t'a donné ça. Mais pas avec la même réaction. C'est ce qui était intéressant, c'est sur sur toutes ces phases où on est avec des enfants, où on leur donne des oiseaux, c'est leur réaction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de donner un oiseau, c'est de voir la réaction de l'enfant Mmh. et je te garantis que tu as pas un enfant ici, bien sûr, il va être fier, il va le porter, c'est ce que je te disais. En revanche, eux, ils le prennent, ils le plument dans la foulée, ils rentrent chez eux, l'oiseau, il est plumé, il est vidé, hein. On y va, on passe à table, tu vois? C'est Oui, oui, on sent qu'on on n'est pas là pour tergiverser, on va directement à l'efficace, quoi. c'est pas une fierté de mon papa a tué cet oiseau, c'est pas cette fierté-là, c'est pas Marcel Pagnol. J'ai de la protéine qui arrive ce soir, on va manger de la protéine, il y aura de la protéine avec le riz, tu vois? Ouais. C'est autre chose. Ouais, ouais, c'est super bien. On mettra le lien vers cette vidéo dans la description de l'épisode. Comme ça, les curieux qui voudront aller voir pourront aller jeter un œil. Avec tous les warnings, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne chassent pas. C'est une vidéo de chasse, donc c'est une vidéo dans laquelle on voit des gens qui tirent sur des animaux. Pour nous, c'est totalement normal et naturel, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut choquer. Donc, allez voir, faites-vous votre propre idée, restez, et comme tu dis à la fin de tes vidéos, restez bienveillants. Restez Hem, bienveillants, s'il vous plaît, c'est important. On n'est pas obligé tout le temps de s'écharper, on peut dire les choses, on peut échanger et je trouve que c'est notre richesse et d'ailleurs, les désaccords, font aussi la richesse de l'homo sapiens, mais ouais. on n'est pas tout le temps obligé de voilà. On n'est pas obligé de s'envoyer tout de suite, de sortir les armes et les menaces et les insultes. Euh, Est-ce qu'il y a un confort moderne dont tu aurais du mal à te passer et un autre qui ne te manquerait pas du tout? Alors vas-y, ça m'intéresse parce que du coup c'est paradoxal. Bah, tu vois, je dirais, un confort moderne, je dirais internet et celui dont je rêverais de me passer, ce serait internet aussi. Je peux plus m'en passer aujourd'hui, c'est mon métier, c'est un outil de travail, ça t'apporte énormément
bah, d'informations, tu recherches quelque chose. Aujourd'hui, tu as tout à portée de main, tout Mmh. va très, très vite. Tu peux plus dire: «Je ne sais pas». Même réparer ta machine à laver, tu peux pas dire: «Je ne sais pas faire». Je Ouais. ne veux pas faire, mais je sais faire. Tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu vas trouver quelqu'un Oui, qui tu va peux t'expliquer. apprendre. L'erreur, ma chaudière tombe en rade, erreur 009, paf, je sais comment résoudre le problème. J'ai envie de le faire ou pas, c'est autre chose. Mais tu as un accès au savoir qui est, infini, illimité et qui est pour moi, une grande richesse. J'aimerais que internet, n'existe pas non plus. En tout cas, j'aimerais m'en passer, mais peut-être plus, la partie, réseaux sociaux, même si un autre paradoxe dans le paradoxe, c'est ce qui me fait bouffer aujourd'hui. Ouais, Mais je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux voient se développer une jeunesse qui s'imagine, pouvoir vivre de ça en parlant de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas Mmh. et hem et je trouve que c'est dangereux de faire rêver les jeunes, de vivre de ça. Heu, de vivre de quoi? D'internet et du de ouais, du vi métier d'influenceur, des réseaux Ouais. sociaux, tu vois? Moi, s'il y avait une chose, c'est j'aimerais protéger mes enfants de tout ça. Parce qu'on oublie, le travail, on oublie aujourd'hui tout doit être viral, peu importe la qualité, on peut dire tout et n'importe quoi. Si je te prends l'exemple de mon domaine que j'essaye de maîtriser chaque jour, mais bien sûr c'est infini et je maîtrise, probablement que 10 de tout ce dont je devrais savoir, Oui, c'est l'effet Dunning-Kruger dont je parlais dans mon bouquin Repenser la chasse. Quand on découvre un sujet, on a l'impression, on a l'illusion de connaître et de maîtriser ce sujet. Et en fait, plus on creuse, plus on réalise à quel point on est ignorant sur ce sujet. Et donc, en gros, il faut beaucoup de temps pour comprendre à quel point on est nul. Et plus on avance, plus on a ce sentiment d'être toujours nul, alors qu'en réalité, on commence à devenir bon. Mais c'est aussi quand tu rencontres des gens intéressants et des gens intelligents, qui ont probablement fait, 4 fois le tour du monde, en chassant et qui te disent encore aujourd'hui: «Je ne sais pas, je ne sais pas». Moi, c'est, au contact de gens comme ça que j'ai compris que ce que j'imaginais, ce que je pensais savoir n'était absolument en rien et que, en gros, celui qui sait, il a rien compris. Et alors, quand tu vois aujourd'hui des gens qui découvrent la chasse, qui s'y mettent et qui te font des grandes leçons, des grandes tirades sur, ce qu'est la chasse, ce que sont les calibres, bref, des sujets aussi compliqués, les uns, C'est un peu ce que c'est un peu ce que j'ai fait hein, quand même, hein. Moi, je suis chasseur que depuis 2017 et au bout de seulement 5 ans, j'ai écrit un livre sur la chasse. tu as écrit un livre sur la chasse, tu n'as pas écrit, comment chasser, tu nous as pas écrit, expliqué, ce que c'était que ci, ça, l'autre, quel calibre utiliser. Tu es pas rentré dans la technique, tu es pas rentré en fait, Non, mon livre était vraiment destiné à expliquer ce qu'était la chasse aux gens qui la comprenaient pas et la jugeaient sans savoir, c'est vrai. donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, branche tes réseaux sociaux, tu vas halluciner. Branche tes réseaux sociaux, J'essaye de plutôt les J'essaye plutôt de les débrancher à vrai dire. J'essaie plutôt de prendre la distance. bah et moi de plus en plus parce qu'en fait tu te rends compte que la viralité est plus importante que le reste et vraiment je vais aller au fond du truc et ça va être un peu fort mais ça me fait de la peine en fait. Je trouve que le travail n'est pas récompensé comme, il devrait l'être et attention je parle pas de moi mais, je dis juste il vaut travaillons quoi, travaillons plutôt que, approfondissons les sujets. ChatGPT, c'est génial, je m'en sers tous les jours, mais tu peux pas ressortir ce que te sort ChatGPT, c'est pas vrai. En fait, Ah, t'es obligé de vérifier, hein. T'es obligé de vérifier. Moi aussi, je m'en sers pour écrire beaucoup de choses. Je revérifie systématiquement les sources, les références, les machins, parce que parfois ça vise à côté quand même. typiquement, et je te prends un exemple qui maintenant est sorti partout, je te parle des codeurs, les codeurs juniors et les codeurs seniors. Ouais. Ceux qui s'en sortent avec l'intelligence artificielle, ce sont les seniors. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà coder. Les juniors ne savent pas, donc quand l'intelligence artificielle te sort un code et fait une erreur, ils sont incapables de le détecter. Ouais, ils savent pas la corriger. Bah, pour moi, c'est la même chose. Déjà, si tu as une idée de ce dont tu parles, Mhm. peut-être que tu arriveras un peu mieux à déceler ce qu'on va te raconter, même si de toute façon, prendre la parole, nécessairement, il y a un jour ou l'autre où tu dis une connerie, tu fais une coquille. Je pense que ça m'arrive à peu près sur chaque vidéo, mais je bosse le sujet et j'essaye pas d'être viral et j'essaye pas de penser au nombre de vues. J'essaie
c'est pas quelque chose qui m'anime et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que ça qui anime les gens et voilà, je trouve ça un peu Un peu dommage. Ouais. ouais, on consomme la chasse avec des scènes de chasse comme on consomme le porno avec des et je l'ai dit dans une de mes vidéos Ouais, avec ouais, je suis tout à fait d'accord. moi, je préfère les histoires d'amour, je préfère qu'on en parle. Ouais, je préfère les histoires, moi, tout court, quoi qu'il arrive, et pas juste. C'est ce que je disais à des gens, et je crois que c'est aussi un passage de mon livre, de mon premier livre. Je disais, parce que certains nous reprochent, ils disent, oui, la chasse, c'est le plaisir de tuer. Et je disais, non, la chasse, c'est le plaisir de chasser. Si vous résumez la chasse à l'acte de tuer, c'est comme si vous résumiez Kill Bill au moment où, effectivement, Uma Thurman tue David Carradine ou Béatrix Kiddo tue Bill. Euh, c'est toute l'histoire qui compte. C'est pas juste cette scène-là à la fin, c'est pas le résultat. Bien sûr, c'est le moment un peu plus fort, un peu plus épique parce que tout a conduit à ça, mais on peut pas résumer ce film à une scène. Et la chasse, c'est exactement pareil. Ça me fait penser que donc ça, on a parlé tout à l'heure de ton rapport à la chasse et de tes voyages et aussi d'une certaine introspection. Si tu devais choisir un animal totem, ce serait lequel? Moi, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Il faut que tu expliques. L'éléphant pour moi, c'est la mémoire, c'est la sagesse, c'est la puissance, c'est la résilience, c'est voilà, c'est pour moi, c'est l'animal signe de puissance, mais puissance globale, pas juste la puissance physique. Ouais, Une force tranquille, en fait. ouais, ouais. C'est une fausse nonchalance. Moi, c'est un animal qui me fascine. Et alors là, tu vois, typiquement, même un éléphant qui attaquerait des populations et des populations, et on a besoin de Félix Dalini pour aller tuer cet éléphant-là, je n'irai pas tuer cet éléphant-là et je laisserai ma place à quelqu'un d'autre qui sera bien content de le faire. Ouais. Pas sûr que l'autre personne soit contente de le faire, mais effectivement. Après, on pourrait pousser le débat parce qu'évidemment, tu connais mon côté pinailleur et se dit oui, mais si ce sont tes enfants qui sont menacés par cet éléphant. Je tue l'éléphant. Voilà, on est d'accord. Euh, dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement pour te sentir bien? Un truc simple, mais que tu fais régulièrement et qui te fait te sentir bien. Il n'y a rien que je fasse mécaniquement tous les jours qui me fait me sentir bien. Il n'y a rien. En revanche, d'avoir la chance et le luxe de ne plus me lever pour aller travailler. Aujourd'hui, je passe énormément d'heures à produire mon contenu, mais je ne travaille pas. J'ai dans une autre vie beaucoup travaillé Mhm. pour pas grand-chose en plus. Je faisais des heures, mais je me levais à 4 heures du matin, je rentrais chez moi, il était 21 heures et je bossais mais comme un enragé. J'ai découvert ce que c'était que le travail et aujourd'hui, donc j'ai fait ça pendant 10 ans et aujourd'hui, je découvre ce que c'est que euh, le travail, mais par le plaisir. Et attention, parce que en disant ça, je risque d'encourager les gens à faire pareil. Grosse mise en garde. Les rares qui peuvent le faire sont chanceux. Voilà. Oui, oui, disons qu'il y a un petit business model à prévoir en avance avant de se dire, bah tiens, moi, ma passion dans la vie, c'est regarder pousser mes plantes. Là, ça devient compliqué pour générer des revenus, etc. Mais c'est vrai que réussir à faire un travail passion, c'est ce dont j'imagine beaucoup de gens rêvent. Oui, Euh, mais il faut probablement que ça reste un rêve parce que de dire à tout le monde, et c'est ce qu'on entend tous les jours aujourd'hui, fais de ta passion ton métier. Oui, oui, moi j'ai cette chance-là, mais attention, ça risque de faire beaucoup de déçus aussi. oui, il y a toujours ce risque de ne finalement pas être si investi. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'investissement de faire de sa passion un métier. En réalité, l'avantage quand on fait de sa passion un métier, c'est que comme on est passionné, ben, c'est justement là qu'on arrête de compter ses heures, on arrête de voir tout le côté négatif, on est tellement satisfait, heureux, épanoui par tout ce que ça nous apporte de positif, que finalement, même s'il y a des aspects négatifs, on s'en arrange, on peut s'en accommoder. Mais effectivement, ça se réfléchit un peu en amont. Et puis,
il y a aussi cette chose, c'est quelqu'un qui va être passionné par la chasse, par exemple, ne sera pas forcément par l'image, ne sera pas forcément par le montage, ne sera pas. Moi, j'ai cette énorme chance aujourd'hui d'être passionné. J'étais passionné de photo. Bon, je suis passé à la vidéo. On va dire que le changement n'est pas énorme. Passionné de chasse, passionné de vidéo, passionné de montage. Mhm. Il reste quoi? Il reste 5%, c'est-à-dire faire les factures. Et le côté commercial m'anime aussi profondément. J'adore ça. Parce que c'est du relationnel humain. C'est du relationnel humain, c'est toujours un challenge, c'est un truc à aller chercher, c'est une victoire ou une défaite. C'est c'est intéressant. Moi, j'adore. Et puis alors, quand tu débloques un contrat ou que tu débloques un client qui te disait non jusqu'à maintenant, qui regarde tes chiffres et qui te dit maintenant d'accord, bah écoute, il n'y a pas meilleur. Tout le monde peut te dire que c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que le client qui dit ok, je regardais ce que tu faisais, j'y croyais pas. Bon, maintenant, je viens avec toi, j'ai compris où Oui, tu voulais en venir. Et alors là, tu peux. Voilà, là, j'ai pas envie que ce soit un type qui aille faire cette démarche commerciale pour moi. Je suis content de. Là, tu reçois ça. oui, c'est l'équivalent des bravos qu'un comédien pourrait recevoir sur scène. C'est la valorisation, la validation, les félicitations. Exactement, même si j'ai beaucoup de chance, la communauté que j'ai réunie aujourd'hui est extrêmement bienveillante et les commentaires font déjà office d'applaudissement. Oui, j'ai vu que tous les commentaires que tu avais, alors je sais pas s'il y a de la modération ou pas, mais j'ai rarement vu de gens qui s'écharpent, qui se manquent de respect. C'est généralement bienveillant. Les gens peuvent ne pas être d'accord, mais on sent toujours cette pointe de respect du pardon, mais à mon avis, etc. Et ça, je trouve ça vachement, vachement bien. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, déjà parce que je demande aux gens d'être bienveillants, je leur demande de s'exprimer correctement. Si tu regardes, les gens font des phrases longues, Oui. c'est pas que des sourires niais. Toujours pour apporter une information. C'est pour être en contradiction aussi, et le nombre de commentaires qui sont en contradiction auxquels je réponds quand c'est exprimé intelligemment et quand c'est toujours bienveillant. Moi, je suis très content que des gens soient en désaccord. Mhm. Ça nourrit aussi la chaîne. Ça me nourrit moi, hein. Moi, quelqu'un Ouais. qui va me dire attends, t'es bien gentil, là, t'expliques ça, mais je suis pas d'accord avec toi. Bah, moi, ça me permet aussi de me remettre en question, de réfléchir, de pourquoi j'ai dit ça. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'a pas raison? Voilà. Moi, ça me nourrit. Les désaccords me nourrissent, mais les seules choses que je modère, ce sont les insultes inutiles, ce genre de choses. Tout le reste, je le laisse. Et donc, il y a pas de modération, Ouais. enfin, ou très très peu. Et voilà. Mais t'as pas vraiment besoin en fait. J'ai l'impression que t'as pas vraiment besoin et je pense que la façon que tu as de présenter tes vidéos avec cette simplicité, cette humilité, cette curiosité, cet appétit de vouloir partager, de vouloir transmettre, de vouloir relater de choses que tu vis, que tu expérimentes. Je pense aussi que c'est ça qui fait que euh, ton audience, je pense qu'avec des vidéos un peu plus clash, un peu plus provoque, un peu plus etc., tu pourrais avoir beaucoup plus de gens qui te suivent, mais tu attirerais aussi beaucoup plus de mauvais esprits, beaucoup plus de querelleurs, beaucoup plus de. Alors que là, je pense que la communauté que tu as réussi à rassembler, à fédérer, c'est des gens en fait qui se retrouvent dans ce que tu véhicules, dans l'image que tu donnes. Et je pense que bah, tu donnes le ton, tu donnes le là, tu donnes l'exemple. Et le fait de suivre, le fait de voir ça donne envie aux gens de suivre. Quand tu as quelqu'un sur la vidéo qui est pas polémique, t'as pas envie d'être polémique dans les commentaires. Ouais. Après, ça m'est arrivé de faire des vidéos un peu polémiques aussi, pour donner mon point de vue, mais je trouve que c'est important aussi de donner de sa personne et de montrer aussi ce qu'on pense. Typiquement, je me souviens des thermiques, je me souviens de la chasse au renard où je pose la question, est-ce qu'il est vraiment très intéressant de tuer tous les renards qu'on croise? Bah ça m'a quand même valu quelques discussions, mais tant mieux. Ça veut dire aussi que on est dans un milieu qui est, je trouve, parfois un petit peu fermé, un petit peu sur ses positions, et la remise en question, si parfois je peux l'apporter, et je dis pas c'est ce qu'il faut faire ou c'est la remise en question parfois me semble nécessaire, et elle permet Mhm. à moi aussi de me remettre en question, hein. Il y a beaucoup de choses qui font évoluer. Je sais pas si toi c'est la même chose, mais moi, du moment où j'ai commencé à chasser, c'est-à-dire je pense quand je devais avoir 6 ans,
Et à aujourd'hui, ma vision et ma façon de faire ont tellement évolué et évoluent tellement chaque année déjà, rien que chaque année, que Mmh. je trouve ça absolument fascinant. Et les échanges et les recherches que je peux faire pour justement, nourrir, ma chaîne, me font mais énormément évoluer, et ça, c'est une richesse aussi. Ouais, je comprends. Bah, moi, comme tu le sais, je viens pas d'une famille de chasseurs. Je sais que certains médias m'ont présenté comme l'anti-chasse devenu chasseur, juste parce que j'étais un peu opposé, parce que juste je comprenais pas. Mais ça, c'est un plus gros storytelling de dire que j'étais un anti-chasse qui était devenu chasseur. Le contraste est plus fort, donc c'est plus saisissant pour le public. En réalité, j'étais juste opposé à quelque chose que je connaissais pas. En revanche, là où je te rejoins, c'est que pour moi, la chasse a réellement changé ma vie. Je me rappelle avec précision de la date, la première fois où je suis allé chasser, c'était le 8 janvier 2017, soit 2 jours avant d'avoir 40 ans. Et, euh, et j'ai été invité, j'ai fait le nez, j'avais pas très envie d'y aller, mais on m'a dit, mais si, toi qui aimes les chiens, tu vas voir les chiens travailler, ça va te plaire. Et j'ai entrouvert quelque chose, et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, que j'avais jugé jusqu'à présent. Et après, j'ai voulu connaître mieux, j'ai voulu comprendre davantage. Ça m'a plu cette idée d'être capable de trouver sa nourriture dans la nature. Parce que la bouffe c'est important quand même, hein, faut pas déconner. Et derrière, ça a ouvert plein de choses et je pense que ça m'a profondément changé et ça a changé le cours de ma vie parce que il y a vraiment eu un avant et un après. Si je suis là aujourd'hui, si j'habite en Norvège aujourd'hui, si j'ai une chienne aujourd'hui, si tout ce que je fais aujourd'hui, et si j'ai lancé Néo Chasseur-Cueilleur aujourd'hui, si j'ai découvert, si j'ai développé une philosophie de vie et un mode de vie, c'est entre autres au départ grâce à la chasse. Et ça a généré une réflexion immense chez moi qui a fait que j'en discutais avec une amie il y a pas longtemps où elle me disait parce que bah là c'est le début et donc financièrement c'est un peu compliqué, j'en vis pas encore tout à fait. Elle me dit mais pourquoi tu refais pas d'autres boulots? Je veux dire quand je bossais dans la pub, j'étais plutôt bon même si j'étais pas le meilleur mais j'étais plutôt bon, j'ai cette facilité avec les mots, avec les idées, avec les concepts. Mais j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de faire partie de cette grosse machine là. C'est pas possible. Méfie-toi, je le disais, c'est un rêve qui n'est pas accessible pour tous. Attention. Mais non, mais là, non, mais je veux dire, c'en est au point que j'ai quand même repris une formation pour devenir coach en nutrition et qu'aujourd'hui j'accompagne des gens pour rééquilibrer leur alimentation, leur sommeil, leurs activités physiques, leur contact avec la nature, leurs liens sociaux, etc. Bref, toute la philosophie néo-chasseur-cueilleur. Et donc j'ai fait des études pour justement aider et accompagner les gens. Donc finalement, j'arrive aussi, j'en vis pas encore, mais j'arrive aussi à faire d'une passion un métier en devenir, on va dire. Je vois que ça te fait sourire et on dit, on dit, c'est marrant parce que la transition est toute trouvée, on est en train de se marrer. Là, on ne voit pas à l'audio, mais on est en train de se marrer. Et ça me fait ma transition toute trouvée pour la question d'après. On dit souvent que le rire est le propre de l'homme. Ah, bon, alors on va un peu modérer ça parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres espèces animales qui rigolent aussi. Et ça, on le sait pas, notamment des espèces de grands singes. Si tu as déjà entendu un chimpanzé rire quand on le chatouille, c'est à crever, c'est génial. C'est pas un rire, mais c'est un pré. Dans l'évolution du rire, tu peux dire que c'est un genre de pré-rire. Ils font un genre de comme ça. C'est à crever. J'adore, je trouve ça trop mignon. Bref, je reviens à ma question. Euh, Est-ce que toi, tu as le souvenir d'un fou rire particulièrement mémorable? Oui, je me souviens, d'un fou rire parce qu'un fou rire, c'est toujours un moment interdit Oui. et tu vois, sinon ça fonctionne pas et c'est marrant parce que je pense que j'en ai pas beaucoup des fous rires. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de fous rires, mais je me souviens d'une fois, alors, ça va, avec l'éducation qu'on a eue, on allait à la messe tous les dimanches, tu vois? Quand j'étais jeune et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé avec mon frère, mais on a pris un fou rire, mais d'un autre temps et mais je crois pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'était impossible et c'était dans une toute petite église de campagne où je pense qu'on était 10. Mhm. Heu et nous, mais en fou rire, mais inarrêtable et le plus drôle dans tout ça, c'est que tu essayes de maîtriser, tu n'y arrives pas. Je suis incapable de te dire pourquoi on rigolait. Je peux juste tu me parles, est-ce que tu as un souvenir? J'ai ce souvenir-là qui est
qui est un magnifique souvenir et je Oui, souvent on se rappelle du rire, mais on se rappelle pas de ce qui l'a déclenché. Et parfois, c'est vraiment quelque chose de très absurde. C'est vraiment le contexte qui fait que là, par exemple, il faut pas rire et c'est plus fort que nous, ça explose. et puis l'interdit. On te demande de pas rire à ce moment-là. Enfin, on te demande. Il y a, t'es sérieux? Mhm. Et bah, inarrêtable. Voilà. Mais je peux pas te l'expliquer. Je peux pas t'expliquer le sujet. Je peux rien t'expliquer. Je revois juste le moment. Je sais même pas quel âge on avait. On devait être adolescent. Mais je peux te dire que ça. Et ton frère a le même souvenir à peu près de ce truc-là aussi? Vous en reparlez de temps en temps ou pas plus que ça? Non, d'accord, c'est juste comme ça. Ce serait intéressant de lui poser la question comment il l'a vécu, si lui aussi c'est un souvenir fondateur. Je suis sûr qu'il l'a, mais lui a beaucoup plus de fou rire que moi. Lui, il pleure beaucoup plus de rire que moi. Mais je pense qu'il s'en souvient. Ok. Est-ce que il y a un Homo sapiens que tu as rencontré et qui a, peut-être sans le savoir, radicalement changé ta vie? Tu te doutes que si je pose cette question, c'est parce que moi, l'un des Homo sapiens qui a le plus changé ma vie, c'est celui qui m'a initié à la chasse la première fois. Mais on n'est pas obligé de parler de chasse, il y a aussi plein d'autres choses dans la vie. Je suis pas sûr d'avoir rencontré quelqu'un qui m'ait profondément changé la vie. En tout cas, quelqu'un qui m'a fait évoluer sur ma façon de penser et d'aborder la chasse et la nature. Oui, il y a Pascal Durantel, qui est un grand journaliste cinégétique et qui habite pas très très loin d'ici. Et à son contact, j'ai découvert justement qu'on ne savait pas grand-chose et j'ai découvert l'humilité avec laquelle il était important d'aborder, maintenant en tout cas à mon sens, la Mhm. nature, la chasse, les espèces. Voilà. Et ça pour moi, c'est fondateur et c'est quelque chose que j'essaye de garder tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je traite d'un sujet, dès que c'est toujours, il me semble, je pense, essayer d'affirmer le moins de choses possible et essayer Ouais. de laisser la porte ouverte à, à l'interrogation. Je pense avoir vu ça, je pense comprendre ça, mais je suis pas sûr. Ok. C'est fondateur est extrêmement important. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, cette personne est un petit peu ton rôle modèle dans ce que tu fais, dans ta démarche, dans ta façon de faire? Tu penses qu'il a eu une grosse influence? Tu te dis, quand tu fais les trucs, tu dis, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Est-ce que c'est ça le mood ou Alors peut-être pas de façon consciente, mais inconsciemment, tu reproduis quelque chose? Ouais, ouais, pas de façon consciente, mais tu vois, j'ai toujours détesté l'idée d'un mentor. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Le mec qui te dit, ouais, moi j'ai un mentor. J'ai toujours trouvé ça pathétique, Ok, jusque là, en fait. jusque-là. Jusqu'à ce que tu en aies un vraiment qui soit un mentor, mais dans le bon sens du terme. Ouais, et que je comprenne en fait ce que ça veuille dire. Tant que tu as rencontré personne qui te fascine à ce point-là, ça veut rien dire un mentor. Une fois que tu as rencontré quelqu'un c'est pas qu'il me fascine, je sais pas comment le dire. J'ai un profond respect pour la personne, sa façon d'écrire et euh, ouais, qui il est en fait. Mhm. Est-ce qu'il va m'inspirer? Est-ce que j'y pense tout le temps? Non. Mais en revanche, je pense au téléphone une fois tous les 2, 3 jours et ça me fait du bien. À chaque fois qu'il me raconte quelque chose, parce que donc à chaque fois il me raconte une nouvelle histoire, presque tous Mhm. les jours, il a des histoires mais infinies. Tu as l'impression qu'il a des histoires infinies, Ça, c'est mon genre. C'est mon genre de personne, ça. mais il ne les raconte jamais. Si tu vas chez lui, que tu t'installes au coin du feu et que tu lui dis tiens raconte-moi ça, mais il va te vomir l'anecdote si ça vient pas de lui, que c'est pas le moment et qu'il n'a pas décidé de te la raconter. Alors c'était pas le moment et D'accord. c'était pas, tu l'auras pas comme tu veux. Un personnage, donc c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Ouais, et puis qui est extrêmement. Je pense que c'est un hypersensible. Je pense il a une fragilité qui me plaît. Tu sais très bien que si bon bref, j'ai pas envie bref, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ok. Si tu devais faire tester à tout le monde une habitude pendant 30 jours, ce serait laquelle? Et tu penses que ça changerait quoi concrètement?
une habitude qui serait intéressante, c'est d'aller essayer de comprendre et découvrir les mondes un petit peu éloignés des nôtres. Je te parle de ça, évidemment, le vegan est trop loin de moi, comme je suis trop loin de lui. Attention, je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, je ne dis pas que j'ai Mhm. raison ou que j'ai tort, je dis que ce sont deux mondes qui sont trop éloignés. En revanche, il y a probablement des mondes un peu plus proches qu'on ne comprend pas et ce serait intéressant d'aller s'y intéresser, tu vois. Ok, oui, je comprends ça. Il y a Il y a un point sur lequel je dis pas que je suis en désaccord, mais où j'ai des exemples, j'ai des contre-exemples sur le fait que les véganes et les chasseurs soient opposés, soient vraiment à l'opposé l'un de l'autre. En réalité, je pense qu'on est beaucoup plus proches qu'on veut bien le dire, et je pense que certains médias nous opposent et que par un espèce je sais pas, de sentiment d'appartenance, de corporatisme peut-être un peu primaire. En réalité, on peut être très très proche. Moi, il m'est arrivé, et si jamais ils nous écoutent, je les salue, il m'est arrivé de rencontrer des véganes. Je te refais un petit peu la scène. J'étais dans un festival de musique, j'étais au Hellfest. J'étais au Hellfest et il y a des stands de bouffe et il y a un stand de barbecue argentin. Donc évidemment, c'est là que je vais parce que ouais, leur viande, c'était une tuerie et chaque année, enfin, chaque fois que je vais au Hellfest, je me nourris principalement là-bas. Bref, je cherche un endroit pour m'asseoir avec mon assiette de barbac et la seule place qui reste de libre, c'est une place où il y a déjà trois personnes assises autour de la table en train de manger. Et je regarde, donc je demande si je peux m'asseoir. On me dit oui, parce qu'on est toujours très très poli dans les festivals de métal. Et je regarde ce qu'ils ont dans les assiettes et il n'y a que du végétal. Et je me dis, ouch. Donc très poli, je dis, par contre, je vois ce que vous mangez, moi je vais manger ça, est-ce que ça vous dérange? Ils disent non, non, pas de problème et tout, et on commence à parler et tout. Donc vous êtes vegan? Oui, non, pourquoi? Et moi j'aime toujours savoir, j'aime toujours comprendre, donc je pose des questions. Et, et pourquoi et comment. Et donc, ils m'expliquent qu'ils sont contre l'élevage industriel, contre ces choses-là, etc. Et moi, je leur dis, bah, c'est marrant parce que, et c'est pour ça qu'ils sont devenus véganes. Je dis, bah, c'est marrant parce que moi, c'est une des raisons qui m'a poussé à devenir chasseur pour ne plus cautionner ce genre de choses. En revanche, moi, j'ai pas fait une croix sur la viande. Par contre, je veux que les animaux que je mange aient vécu dans des conditions les plus éthiques et les plus naturelles possibles. Et c'est pour ça que je me suis mis à la chasse. Et c'est pour ça que mon mode de chasse préféré, c'est la chasse à l'arc à l'approche. Et donc, je leur ai expliqué ce que c'était. Et à la fin, le type m'a dit, bah écoute, je suis content qu'on ait eu cette discussion. Je vais pas arrêter d'être vegan du jour au lendemain, mais si un jour je devais revenir à la viande, je pense que c'est comme ça que je ferais et j'irais aussi à la chasse à l'arc. Et il a fini par me dire, et c'est un type qui manifestait devant des abattoirs il y a 2 mois qui te dit ça. Donc, en fait, la discussion, elle est possible avec ceux qui ont envie de discuter. Quand ça devient un truc d'identité, c'est difficile de discuter avec quelqu'un pour qui vegan est une identité. Ou chasseur est une identité. Moi, je suis chasseur, mais je suis chasseur, mais je suis pas chasseur. Disons que je chasse, mais je suis pas un chasseur. Ça fait juste partie d'un tout, voilà. Oui, mais ça, dans les médias, c'est compliqué parce que t'es un chasseur, donc t'es comme ci, t'es un vegan, donc t'es comme ça, et c'est difficile de dépasser ce truc-là. Oui, parce qu'on adore les cases, mais moi, si tu veux, le problème que j'ai avec le véganisme, c'est qu'aujourd'hui, c'est identitaire, comme tu disais, et que c'est revendicatif. Moi, je revendique pas à longueur de journée d'être chasseur. C'est mon style de vie. Moi, je Ouais. suis Félix. Point. En fait, je suis juste un homme lambda. Mhm. Et il se trouve que je chasse. Et c'est pour ça, j'ai des amis végétariens et on a des discussions qui sont toujours assez intéressantes. Évidemment, Mhm. eux, ce que je fais les dérange. Pour autant, je pense que on se voit une fois par mois et ça n'empêche pas de passer des très bons moments parce qu'en fait, et on peut en parler et on peut en discuter. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai un de mes très bons amis qui est anglais et que je salue, même s'il écoute probablement pas ce podcast parce qu'il parle pas français. Jay, et c'est un vegan. Et on a eu cette discussion aussi sur pourquoi son véganisme. Et lui, il a été vraiment, mais d'une simplicité. Il est absolument pas militant. Il n'a pas ce côté de revendiquer son véganisme haut et fort. Il fait chier personne avec ça, si ce n'est qu'il mange pas de produits animaux. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a juste dit, bah, c'est très simple. Moi, je me sens incapable de tuer un animal pour m'en nourrir, donc je mange pas d'animaux. Et comme j'ai pas envie de faire peser sur d'autres le fait de tuer des animaux pour moi, eh ben je mange pas d'animaux.
Et ça s'est arrêté là. Et c'était super simple. Et ok. Et c'est complètement cohérent. Et pour dire que c'est pas et pour dire que c'est pas un extrémiste, quand j'ai voulu lancer mon restaurant de barbecue qui s'appelait Black Flame, le projet s'appelait Black Flame. J'ai pas trouvé les investisseurs, mais ça c'est un autre sujet. C'est lui qui m'a fait le logo. Donc un vegan qui te fait un restaurant, un logo pour un restaurant de barbecue, tu dis qu'il est quand même ouvert d'esprit le gars. Alors qu'il y en a qui voudraient surtout pas se tremper, surtout pas se compromettre quoi. Ouais. Plus légèrement, imaginons, tu arrives dans un clan de chasseurs-cueilleurs, paléolithique ou non. Qu'est-ce que tu apportes au groupe? C'est quoi tes compétences? Dans quoi tu serais le plus utile ou le plus à l'aise? Eh ben, aucune idée. Aucune idée parce que je pense que tant que tu es pas, devant le fait accompli, c'est difficile de voir, est-ce que tu vas être un leader? Est-ce que tu vas être un organisateur? Est-ce que tu vas être un bon suiveur? Est-ce que tu seras un mauvais dans tout? Mhm. Est-ce que tu serais bon, tout seul? Est-ce que, en fait, je pense que tu prends aussi la place naturelle qui se fait en fonction du groupe qui se Ouais. forme. Donc je peux pas te répondre comme ça. Mais je pensais plutôt par rapport à des compétences naturelles que tu as ou des connaissances. Euh, Moi, je te connais un petit peu et je te verrais bien à deux endroits. C'est évidemment dans la chasse et le traitement de la venaison et aussi dans la cuisine. C'est évident. Moi on fait un clan, imagine, hein, on fait un clan à un moment donné, voilà. Euh, je sais que je cuisine pas trop mal. J'ai bossé dans la restauration, j'ai moi-même eu un restaurant. Il y a des chances que je te laisse faire quand même, hein, Ah Ou, oui, mais ça me ou saoule qu'on moi fasse un peu. ou qu'on fasse un peu. Non, mais on alternera, mais dès que T'es je pas pars en obligé. vacances avec des copains, moi je me retrouve en cuisine toute la semaine, ouais, mais est-ce que t'aimes pas ça en vrai, au fond? ah je sais pas, c'est Cuisiner, c'est pour soi, mais c'est pour transmettre aussi. C'est de l'amour dans une assiette, la cuisine. C'est, tiens, regarde, je t'ai fait une assiette, je t'aime. Hop. mais bien sûr que j'adore ça. Si j'aimais pas ça, déjà, je ne le ferais pas. Mhm. Mais je sais pas si tu as remarqué, c'est assez intéressant et vous regarderez, là, tous ceux qui écoutent, quand tu arrives pour passer un week-end ou même une semaine avec des gens, peu importe Mhm. qui c'est, des amis, tu vas t'asseoir à une place, à table le premier jour. Tu verras que cette place-là, tu vas la reprendre à peu près toute la semaine. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Parce que je pense que ça rassure en fait. On est bousculé dans nos habitudes. Là, on Mhm. retrouve une habitude qui rassure. Ouais. On va s'asseoir systématiquement à la même place. Alors moi, partout où je vais, je fais exprès de m'asseoir à des endroits différents. Et alors tu verrais, ça perturbe tout le monde. Et j'adore ça parce que c'est peut-être mon petit côté. Mais du coup, en cuisine, c'est pareil. Si les 2 premiers jours, tu t'es mis en cuisine, je te garantis une chose, c'est que Tu passes la semaine en cuisine. les autres, ils vont attendre que ça arrive. Ah ouais, bah ouais. Mais j'ai pas de souci avec ça parce que je pense que naturellement, on fait ces choses-là. J'ai vécu, j'ai des souvenirs de séjours au ski ou ailleurs en vacances. Alors, je parle pas d'hôtel, où normalement, dans un hôtel, il y a des gens qui préparent la bouffe, font le ménage, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, tu fais un séjour au ski dans un chalet ou autre. T'as un peu toujours les mêmes personnes qui cuisinent, t'as un peu toujours les mêmes personnes qui rangent, et puis après il y a le ménage à faire à la fin, et toi t'as beau avoir cuisiné toute la semaine pour tout le monde, si jamais t'es un petit peu mollo sur le ménage et que t'aides pas trop, on va te le reprocher. Alors que, pardon, mais t'as servi tout le monde pendant une semaine. Et ça, il y a, il y a eu des discussions, il y a eu des discussions. Et tu oublies autre chose, c'est qu'entre-temps, pendant que tu fais la cuisine, il faut aussi donner le bain des enfants. Il faut aussi. Donc, en fait, toi, ton moment de pause, qui souvent va être l'apéro pour les autres, toi, tu es Ouais. en cuisine. Et parfois, tu as aussi envie de t'asseoir tranquille. Donc, dans un clan où tu n'as rien à foutre de la journée, ta mission, c'est d'aller cuisiner. Ouais, ok. Euh, Sinon, si c'est une mission en plus de toutes les autres, eh ben, je sais pas. Ouais. Alors là, pour le coup, le donner le bain aux enfants, etc., il n'y avait pas, puisqu'on était tous dans la vingtaine et qu'il n'y avait pas encore d'enfants dans ces groupes-là. Mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je te dis ça, il y a presque partout où je vais, j'arrive souvent avec, tu vois, là, on a invité une semaine en fin d'été. Je sais que je vais avoir tous les légumes de mon potager. Je vais rapporter du gibier. Je vais rapporter. J'aime bien arriver. Alors, c'est quand, c'est où? Et donne-moi le point GPS, comme ça j'arrive. Oui, c'est ça. S'il y a bien une chose
s'il y a bien une chose, alors là, je reconnais que je ne laisse pas faire les autres, c'est bien le gibier. Bah Parce que oui. ça fait peur à tout le monde et pour autant, je suis toujours très content quand je fais un barbecue avec du gibier, et cetera, que les gens qui sont là voient à quel point c'est simple et que ça se cuisine comme une viande classique. Sauf que eux vont avoir peur, moi je vais un peu avoir peur qu'ils le surcuisent. Donc Mmh. effectivement, là-dessus, vu que c'est différent, en tout cas dans l'esprit des gens, je préfère m'en occuper moi. Ok. Tu as écouté l'épisode du podcast qui s'intitule Vivre épanoui au sein de son clan, et j'imagine. Et toi, il ressemble à quoi ton clan? Est-ce qu'il y a un nom de clan? Et s'il devait y en avoir un, ce serait lequel? Et c'est quoi qui vous unit? Non, il n'y a pas de nom de clan. Moi, mon clan, pour moi, c'est très, très fermé. C'est ma femme et mes filles. Ouais. Et ce qui m'anime, moi, tous les jours, c'est la transmission. Et ça va pas être, je veux pas que demain mes filles deviennent des chasseresses et ne pensent qu'à ça et ne vivent que par ça. Et voilà, non, surtout pas. En revanche, ce serait pour moi un gros raté si elles comprenaient pas mon mode de vie. Je veux qu'elles comprennent que le potager prend du temps, mais que ça vaut le coup. Tu vois, là, on a ramassé nos premières salades là, et Mmh. c'était très chouette. On l'a fait ensemble, sauf qu'on les avait aussi plantées ensemble. Et voilà, elles ont compris que ça a pris du temps. Il fallait les regarder tous les jours, il fallait aller les arroser et que c'est un travail qui te rend quelque chose de direct et c'est très très simple. Mmh. Je veux qu'elles comprennent dans quoi j'essaye de les éduquer et je veux qu'elles aient la valeur du travail. Et je leur dis tous les jours, il faut qu'elles aient la valeur du travail parce que demain, si elles veulent être libres, ce sera par leur travail. Donc moi, c'est extrêmement important et des choses très simples. Je reste à peu près convaincu que demain, les enfants qui s'en sortiront seront pas les plus intelligents, mais seront ceux qui acceptent de travailler. Plus personne veut bosser. Euh, Un bon combo des deux, ça peut être bien être intelligent et vouloir travailler. Là, c'est mieux. Tant mieux, mais Ouais. l'intelligence, tu peux pas faire grand-chose. En revanche, l'ouverture d'esprit, la volonté de se dépasser, la volonté de travailler, ça, c'est éducationnel. Mmh. L'intelligence, ça l'est pas. Donc, moi, j'essaye de leur apporter ça et de leur montrer que tous les jours, bah, je suis très heureux parce que je fais ce que j'aime et que je suis libre. Ça, c'est le plus important. Et évidemment, tu te doutes bien qu'on a de nombreuses discussions autour de tout ce qui est vivant et de tout ce qui meurt. Donc, Mmh. Bah c'est oui. beaucoup de. Surtout que, juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, elles ont quel âge, tes filles? Elles ont 6 et 7 ans. Oui, donc c'est la période là. Ouais, et puis là, j'ai des poules qui pondent des puces. Et je leur dis, les filles, c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les poules, je les lâche, sachant qu'elles ne pourront pas se débrouiller en pleine nature, mais si vous me dites de les lâcher, je les lâche. Ou alors, on fait des nuggets. L'alternative, elle est géniale. Soit on les lâche, soit on en fait des nuggets. Il n'y a pas d'entre-deux. Ah non, je les lâche, le renard. Mais non, mais parce que les poules, il faut leur donner à manger tous les Bien jours. sûr, Bon, bien c'est moi sûr. qui vais leur donner à manger. Je vais acheter le grain pour leur donner à manger pour qu'elles me fassent des œufs. Elles ne font plus d'œufs. Bon, bah très bien. Moi, je vais pas. C'est pas de l'ornement non plus, tu vois. Elles ont un rôle ici. Elles Mmh. remplissent plus leur rôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, si je lâche, c'est le renard qui va le manger. Est-ce que vous voulez que le renard le mange? Oui, non. Si vous voulez, on le fait. Mais sinon, je vous fais des nuggets. Donc, elles ont accepté. On est allé chercher les poules ensemble, on les a tuées ensemble et on a fait des nuggets. Et c'est tout, tu vois, c'est très symptomatique. C'est ce qui se passe chez moi tout le temps. C'est toutes ces discussions. Je revois ma plus jeune me dire, elle me regarde, elle voit comment je suis habillé, elle me dit, tu vas à la chasse aujourd'hui? Je dis, oui, je vais à la chasse. Elle me dit, s'il te plaît, tu tues pas sanglier, pas de chevreuil. Je la regarde, je dis, bah, pourquoi? Elle me dit, non, mais non, c'est pas bien de tuer. Je lui dis, alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas bien si ça sert à rien. Mais je lui dis, toi, tu adores manger des saucisses. Elle me dit, bah oui, nous, on mange quasiment que du gibier chez moi. Ouais, ouais. Et je tue un demi-cochon par an. Enfin, je tue un cochon et j'en garde un demi-cochon par an. Donc, il y a du porc et du gibier. Essentiellement, c'est mon alimentation. Et je lui dis, t'aimes bien les saucisses? Oui, j'aime bien les saucisses. Je lui dis, bah écoute, c'est très simple. Je te promets que je vais aller à cette chasse parce qu'il y a tous les copains et c'est social et j'adore ça et je vais y aller. En revanche, j'ai pas un besoin fondamental de tirer. Alors, je lui parle pas comme ça, hein. Mais je lui dis, je te promets que je ne tirerai pas. En revanche, je ne tirerai pas uniquement si tu arrêtes de manger des saucisses pendant un mois. Elle me dit, bah pourquoi? Je lui dis, bah parce que pour avoir des saucisses, on est bien obligé de tuer un animal. Elle me dit, bah oui. Je lui dis, bah si tu refuses le fait que je tue un animal, alors toi, tu ne manges plus de saucisses. Et là, elle me regarde elle me dit, et je lui dis,
écoute-moi bien, je te promets que si tu me dis de ne pas tirer, je te le promets, je vais aller à la chasse, je me posterai et je ne tirerai pas. Et tu me connais, une promesse, c'est une promesse, je l'aurais fait. Ouais. Elle me regarde, elle me dit: «Bon écoute papa». Négo. Négociation enfantine. Oui, et c'est intéressant, elle me dit: «D'accord, mais Un seul. un seul animal», et elle me dit: «Pas une maman et pas un petit». Je lui dis: «C'est pas une maman, c'est une mère, et les petits, évidemment, on tire pas dessus quand ils sont trop petits». Et donc voilà, l'acceptation. D'accord, mais un seul, et quel type d'animal? Et Donc finalement en ça, fait, c'est elle qui t'a fait ton plan de chasse. c'est elle qui m'a fait mon plan de chasse, et ce jour-là, je n'ai rien vu, et c'est la joie de la chasse, et c'est comme ça. Mmh. Et non, mais j'ai adoré, j'adore ces discussions que je peux avoir avec elle, et pareil, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait évoluer. C'est quelque chose que j'adore, et ma mon plus gros raté, ce serait qu'elle rejette tout ça. Tout ce qui est fondamental pour moi, si demain elle le rejette, et ça arrivera. J'imagine qu'à l'adolescence, elles en verront tout péter. Il y a un Je m'y risque. prépare déjà, j'ai le temps, mais je m'y prépare déjà. Mais si en tant qu'adulte, elles se souviennent de toutes ces petites graines que j'essaye de semer, alors j'aurai réussi quelque chose. Oui, et puis je pense que même si à l'adolescence, tu peux éventuellement te rebeller contre un modèle parental, contre quelque chose, un peu plus tard, la vie faisant, t'y reviens un peu de toute façon. T'y reviens. Est-ce que tu as un secret spot, un coin vraiment secret que tu adores? Pas obligé de dire précisément où, mais un secret spot dans la nature, et il ressemble à quoi et pourquoi celui en particulier? J'ai pas de secret spot. J'ai plein d'endroits que j'adore, j'ai plein de et j'aime bien le changement. Je vais pas forcément, toujours au même endroit. J'ai mes petits coins, mais il y en a plein, et en fonction du temps, en fonction de la période, en fonction de je vais ici ou là, et non, 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 et puis c'est pareil, si je vais chercher des champignons, je vais aller plutôt là. Si je vais, chasser le canard, je vais aller plutôt au marais. Mais Mmh. c'est plein d'endroits, que j'aime bien et qui me font du bien. Souvent, tu vois, quand j'ai un peu besoin de je pose, tout, je prends pas de caméra, rien du tout, et je vais passer, 2-3 heures tranquille, soit tout seul, soit avec mon chien, et je me vide et je me dis: «OK, c'est bon, on peut y retourner On peut là-bas». en a rechargé les batteries, le crédit est renouvelé. Exactement, certains ont besoin de voir du monde, pour se recharger. Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul. Ok. En ce moment, tu es à fond sur quoi dans ta vie? Est-ce qu'il y a un projet, une idée, quelque chose qui t'enthousiasme vraiment? Oui, à peu près tout ce que je fais. J'ai beaucoup de chance. C'est bien ça. Ouais, mais des choses aussi, à venir, des choses qui me font peur. Je suis en train d'essayer de développer d'autres, en train d'explorer d'autres voies. Je reste convaincu que, mon avenir, n'est pas serein. C'est quelque chose qui, pour le coup, c'est un des seuls trucs qui me fait peur, c'est de me dire: «J'adore ce que je fais aujourd'hui, attention, ça ne va pas durer. Attention, aujourd'hui ça fonctionne, demain ça ne marchera pas». Donc réfléchis à une porte de sortie, parce que on n'est pas sur de l'acquis. Donc ça, c'est quelque chose qui me pousse à me lever tous les matins et à me dire, «Attention, bouge». Donc je suis en train d'essayer, plein de pas plein, hein, en tout cas, j'essaye de faire plusieurs paniers d'œufs et de mettre mes œufs dans des paniers différents, Mmh. et advienne que pourra. Mais Par c'est voilà, c'est tu m'as pas demandé si j'avais une crainte, mais ma crainte, elle est là. C'est de voir tout ce travail demain s'effondrer, et je sais que ça arrivera. Donc voilà, préparer la suite pour, ne pas avoir de regrets. Ok, c'est intéressant. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait de dire, puisque c'est un peu la question prétexte pour en parler, d'expliquer aussi ce que tu fais aujourd'hui, nous parler de Sauvage, le média. Et c'est pas pour rien que tu es le premier invité ici. Quand on a un média qui s'appelle Sauvage, forcément, avec nos chasseurs-cueilleurs, on a plus que des affinités. Et puis on dira aussi comment est née cette amitié numérique que nous avons. Mais est-ce que tu peux présenter un peu plus Sauvage? Elle est physique aussi, on s'est déjà vu. C'est vrai qu'on s'est déjà croisés au moins 2 ou 3 fois. Ouais, on a même déjeuné ensemble. Ça, c'est un signe et c'est important. Ah, ça, c'est la base, ça.
Sauvage Média, c'était une idée. Au début, c'était un projet, c'était une idée, c'était faire suite à mon départ du Chasseur français. Ouais. Oui, où tu étais journaliste, chroniqueur. Ouais, j'étais rédacteur en chef du site web et puis après on n'était plus en phase donc il était temps de partir et je voulais faire, sur le numérique et notamment sur YouTube, la même chose qu'on faisait aux Chasseurs français. C'est-à-dire, heu, créer un nouveau média qui couvrerait et la chasse et la campagne et le jardinage et la pêche et cetera. Donc j'ai lancé Sauvage Média et puis j'ai essayé, plein de choses la première année. Alors au début, c'est un projet, tu vas chercher des partenaires qui sont un petit peu que je vois un petit peu comme des annonceurs dans la presse. Oui, C'est-à-dire qu'ils vont prendre une page de pub dans la presse et c'est induit que tu vas faire des tests produits pour eux. ouais. Heu, sauf que Sauf qu'ils acceptent aussi de te laisser libre dans ta parole. Et ça, c'est précieux. ouais et de moins en moins, d'ailleurs, y compris dans la presse écrite, hein, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des gens qui financent, pour qui tu vas faire des tests et qui vont accepter que tu dises que c'est de la merde. C'est vrai que sur certains, même si t'es juste, parfois pour certains, t'es pas tendre. Quand il dit sur un truc, je sais pas, tu testes une carabine, une munition, un machin, tu dis, bon bah là, clairement, ce truc-là, il sert à rien, ou là, c'est mal goupillé, ou... Enfin, Ça m'a coûté 2 partenaires cette année, parce qu'ils étaient pas contents. Ils m'ont demandé de retirer des choses. J'ai refusé en leur disant: «C'est très simple, si je dois arrêter, j'arrêterai, mais j'ai besoin de me lever le matin et de me regarder dans la glace et me dire: "OK, j'ai été franc, droit, honnête et sincère et c'est pour ça que les gens sont ici"». Donc ça m'a coûté 2 partenaires cette année mais pour en revenir au tout début, il a fallu que je vende une idée. Alors Mhm. j'ai eu beaucoup de promesses et donc c'était au mois de juin. Oui, oui, on sera là au mois de janvier. Tu arrives au mois de janvier, tu dis: «Oh, au fait, on a commencé à travailler ensemble, bah, maintenant, il faudrait m'aider et financer le projet», et là, j'en ai perdu, la moitié, qui ne pouvaient pas me faire passer dans leur budget marketing. Mhm. Donc, première douche froide, mais cette douche froide allait avec, les audiences qui étaient de plus en plus intéressantes et de plus en plus importantes. J'ai exploré un petit peu la pêche, j'ai exploré un petit peu le potager, et puis finalement, je me suis aperçu que ma communauté était sur, la balistique, sur la chasse, et ne s'intéressait, en tout cas en grande partie que à ça. Et ça, je ne l'avais pas identifié avant et j'ai compris que sur YouTube, en fait, on va vraiment chercher quelqu'un ou quelque chose ou un média de très spécialisé. Ouais. C'est-à-dire que si je veux du potager, je vais aller voir quelqu'un qui fait que du potager. Je ne vais pas aller voir Félix qui fait un coup, il tue des corbeaux, le lendemain, il plante des tomates et le surlendemain, il ira, pêcher au leurre en bord de mer. Vu que je vois mon média comme la même chose qu'un magazine, c'est-à-dire je veux qu'il y ait du divertissement, je veux qu'il y ait de, des belles images. de la technique. Oui, mais c'est plus divertissement, technique et test, tu vois, Mhm. comme un magazine que tu ouvrirais. Sauf que tu as d'autres en fait youtubeurs, même si moi j'aime pas m'appeler youtubeur, tu as d'autres youtubeurs qui ne font que du divertissement. Ils peuvent faire de la pêche, de la chasse, ils vont aller chercher un petit peu de partout. Moi, c'est pas mon fond de commerce, c'est Mhm. pas de faire du divertissement, donc ça va être compliqué en fait d'aller les chercher. Donc j'ai arrêté tout ça, la pêche, le potager, et cetera, et je suis revenu à finalement ma plus grosse passion, qui est la chasse. Et aujourd'hui, j'essaye justement de voir ce média comme un magazine avec un petit peu de tout, et j'invite régulièrement les gens à se poser des questions. Voilà, c'est un peu le gros de mon boulot, c'est Sauvage Média. Et après, autour, j'ai développé un projet qui s'appelle Quick Quick. Alors, c'est un petit couteau, voilà, qui permet d'abréger les souffrances. Ça, c'était les souffrances des oiseaux, notamment en arrivant derrière la tête. Quand on blesse un oiseau, parce que ça arrive à la chasse, je trouve qu'on se doit de finir correctement. Et donc là, j'ai fait le tour de tous les couteliers, toutes les usines, etc. Je suis allé à Thiers pour essayer de sourcer, pour essayer de trouver comment fabriquer le produit que j'avais imaginé. Donc ça, c'est une partie de mon boulot. Il y a cette partie-là. Ensuite, je crée du contenu pour certains, notamment une armurerie avec qui je travaille beaucoup en ce moment. Mhm. Et puis, il y a un autre projet sur lequel je suis en train de travailler qui, Qu'on révélera plus tard. ouais, ça va être un gros pari. Ça va me coûter très cher, à peu près toutes mes économies. Donc, on verra.
Ok, à suivre donc. Je parlerai pas forcément, donc on suivra pas ça tout de suite. Bah on verra, on verra. Ah, moi je dis aux gens, abonnez-vous, allez voir ce que fait Félix. Au moins vous vous ferez votre avis, votre idée. Et Mais puis restez bienveillants, s'il vous plaît. bah, Toujours, ça c'est la règle. On va conclure avec la dernière question. C'est un peu celle de la transmission. En tant qu'Homo sapiens, si tu devais raconter une histoire au coin du feu pour transmettre quelque chose aux enfants du clan, tu raconterais quoi? Quel message tu voudrais leur laisser? Le Je leur dirais qu'on ne sait pas forcément d'où on vient, même si toi tu penses le savoir. Moi, je pense qu'il y a encore quand même une inconnue et on ne sait pas d'où on vient. En revanche, on est sûr qu'on n'est que de passage. Donc, et ce passage, il est très, très court. Donc autant essayer de bien faire les choses, autant essayer de transmettre. Et finalement, en tant qu'animaux, si tu nous places en tant qu'animaux, un animal, il est très simple. Sa vie, elle est faite à bouffer et se reproduire oui, et je suis d'accord. à transmettre. Et à transmettre. Il y a la reproduction et la transmission. Eh ben, revenons à l'essentiel, revenons à ça. Transmettons nos valeurs à nos enfants, c'est ce qui leur restera de plus important et de plus riche. Alors, à un clan, j'essaierai simplement de leur dire souvenez-vous de ce qu'ont fait les anciens, adaptez-le à aujourd'hui et n'oubliez pas de transmettre. Aujourd'hui, en fait, on se fout de tout, on laisse tout le monde vaquer à ses occupations tout seul dans son coin et je trouve ça triste et dommageable et j'imagine qu'on le paiera un peu, l'espèce le paiera un peu plus tard. C'est marrant parce que tu viens exactement de résumer la philosophie néo-chasseur-cueilleur. C'est parfait. Je peux pas dire mieux. Franchement, je peux pas dire mieux. Bon, voilà, on arrive à la fin de cet entretien. C'était génial de t'avoir. Maintenant que tu connais ces questions, maintenant que tu connais les questions qui composent l'épisode, est-ce qu'il y aurait quelqu'un en particulier que tu aimerais entendre ici, à ta place, répondre aux mêmes questions? Ce serait intéressant d'entendre Willy Schran. Willy Schran, invité ici. Eh ben, écoute, on peut toujours lui lancer l'invitation, ce serait très très intéressant. On va voir s'il veut bien venir. Félix, merci. Je te mets un gros défi quand même là. Ouais, bah écoute, ça coûte rien de demander. De toute façon, c'est pas un défi de il faut que ça arrive. C'est une suggestion très intéressante. On Non, va mais lui poser. ce serait intéressant et j'en profite ici pour te remercier parce que finalement, toute cette interview et tout cet échange est beaucoup basé sur la transmission. Et en tout cas, moi, c'est la façon dont j'ai répondu. Je ne sais pas si c'est exactement le sens de tes questions, mais souvent, on pose des questions, on a les réponses qu'on a. Comme je t'avais dit, parce qu'on peut le dire, je t'avais parlé un peu en amont de cet entretien, j'avais dit qu'il y aurait des questions au fur et à mesure, mais que c'était surtout un prétexte, un fil rouge de discussion pour aborder plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Et l'angle de la discussion est préférable. Je voulais pas faire un truc de questions-réponses comme un journaliste qui interviewe quelqu'un qui sort un film. Mais j'ai le sentiment du coup, tout a beaucoup tourné autour de la transmission. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait intéressant d'avoir Willy Schran et savoir qu'est-ce que lui compte transmettre à son clan. Tu vois, toutes ces questions-là. Mais et quand je parle de clan refermez pas les chasseurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait lui autour de lui? Dans la logique néo-chasseur-cueilleur, les chasseurs et les gens qu'il connaissent sont son cercle, pas son clan. Le clan, c'est vraiment le groupe très, très fermé, très soudé, qui se soutient, etc. Là, pardon de le dire, mais demain, si Willy Schran n'est plus le président de la Fédération nationale des chasseurs, ce sera quelqu'un d'autre. Et la plupart des gens, même s'il pourra être regretté par certains, la plupart des gens suivront la nouvelle personne qui sera en poste. Merci beaucoup, Félix. C'est moi qui te remercie. Bon courage pour ton podcast. Bon courage pour ce que tu essayes de lancer. Moi, j'ai passé un moment délicieux et je t'en remercie. Merci à toi. Et pour tous ceux qui nous écoutent, eh ben, évidemment, on vous remercie aussi d'être là, d'être présents de plus en plus nombreux. Je vous mets tous les liens en description pour aller voir ce que fait Félix au quotidien. Je vous mettrai aussi, elle est toujours en ligne, la vidéo Why. Ouais. Ok, alors je mettrai aussi ce film qui pour moi est un film fondateur qui exprime vraiment l'esprit de ce qu'est une chasse à l'approche. Donc vous verrez ça et cette connexion qu'on a avec la nature.
que beaucoup peut-être ne comprennent pas. C'est peut-être un élément de réponse. Comme d'habitude, je vais faire tout mon petit couplet de gars qui a un podcast. Pensez à vous abonner, mettez 5 étoiles, mettez des likes, etc. Ça vous coûte rien et pour nous, ça nous aide puisque d'abord, c'est super plaisant de voir qu'on plaît et que notre travail est apprécié. Et en plus, ça permet aux algorithmes de se dire, tiens, ce contenu est intéressant, je vais le proposer à d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on vous le demande tout le temps. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode du podcast Néo Chasseur-Cueilleur autour de feu de camp et le mois prochain avec un nouvel invité dans les discussions autour du feu de camp. Au revoir et à bientôt.